Bienvenue de nouveau. Donc, on va continuer avec une contribution de Mathias. Merci Mathias. Qui concerne l'axe 2 sur la valeur des clients. Bonjour à tous. Merci à toutes les personnes présentes ici et aussi en ligne pour merci d'avance de m'écouter. C'est le 3e séminaire technique de l'HR Dialogue où j'interviens et à chaque fois, j'essaye de vous raconter une problématique de recherche un peu différente et à chaque fois, sans rentrer dans trop de détails, mais si on veut parler des détails techniques après, on peut en parler. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée et on va parler de comment, une analyse longitudinale, donc on verra ce que j'entends par là, permet d'étudier le comportement de rachat des assurés et permet d'enrichir des études existantes. On va voir une application de tout ça, concrète en épargne. Voilà, donc il y a potentiellement beaucoup de choses à vous montrer. Ce matin, j'étais pas sûr qu'on arrive au bout, donc j'ai enlevé des slides, donc on verra si si je les fais ou si je les fais pas, mais j'aimerais bien avoir le temps qu'on puisse, de prendre des questions et qu'on puisse en discuter après, donc on verra, je me lance. Donc pour voir tout ça, on va remettre un peu de contexte. On va expliquer à quel problème de recherche on s'attaque. On va expliquer ce qui a déjà été fait sur le sujet, que ce soit par la chaire Dialogue et CNP ou dans la littérature. Donc ça, c'est la partie, background et motivation. Puis on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui existe déjà. Donc ce sera l'occasion de présenter les résultats d'un article qui a récemment été soumis, donc a Longitudinal Framework for Lapse Management in Life Insurance. Et enfin, en fonction du temps qui reste, je pense qu'on pourra, évoquer, la recherche en cours sur le sujet, voilà, pour encore améliorer ce process de prédire le comportement de rachat. Et pour finir, bien sûr, conclusion, perspective et discussion. Alors, notre problématique de recherche, elle est concentrée sur la prédiction du comportement de rachat, donc l'APS, en épargne. On veut essayer de comprendre quels assurés sont plus à risque que les autres de racheter, mais surtout, comment optimiser notre stratégie pour les en empêcher, mais d'ailleurs même se poser la question, est-ce qu'il faut empêcher tous les potentiels rachetants de racheter? Et voilà, en tout cas, les grandes questions qu'on se pose, c'est qui est-ce qu'on doit essayer de retenir en portefeuille? Avec quel investissement? Et quel profit on obtient en essayant? Hem, donc on va déjà commencer par rappeler ce qui a déjà été fait sur cette problématique, parce que cette problématique, on y a déjà partiellement répondu et notamment dans le dernier séminaire technique où on avait fait une présentation là-dessus. Quand je dis «on», je veux dire la chaire Dialogue et la CNP conjointement, mais pas que nous. Il y a toute une littérature sur le sujet et donc voilà, faisons un rappel. Premièrement, on fait le constat que, heu, un algorithme qui va chercher à prédire qui rachète et qui ne va pas racheter son contrat, en pratique pour l'assureur, c'est pas optimal. En effet, quand on fait ça, on a un algorithme qui nous donne une liste des potentiels rachetants et donc en pratique, l'assureur, il va essayer de retenir en portefeuille tous les rachetants et laisser tranquille tous les autres et on se rend compte que du point de vue de l'assureur, en termes de profit futur espéré, c'est pas ce qui est le mieux. On va dépenser des ressources à essayer de retenir potentiellement des personnes qui font perdre de l'argent à l'assureur et à l'inverse, dès qu'on a un assuré qui est jugé non rachetant, on va investir aucune ressource dessus, alors que ça vaut peut-être le coup, si c'est un contrat extrêmement rentable, d'essayer quand même de le fidéliser. Donc la solution pour faire ça, la solution qui existe au moins pour le premier point, c'est de se débrouiller pour focaliser les ressources de rétention sur les assurés qui vont probablement générer un futur profit dans le futur. Oui, un futur profit pour l'assureur. Le profit, on le calcule avec une métrique qui s'appelle la CLV, la Customer Lifetime Value. Donc je ne vais pas en parler très longtemps, on en a déjà beaucoup parlé, notamment dans le dernier séminaire technique. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est la somme de tous les flux générés dans la vie d'un contrat, y compris dans le futur. C'est ce que, l'assureur peut raisonnablement estimer obtenir comme perte ou comme profit sur une police d'assurance quand elle se termine. Donc je vous ai remis, en 3e point la formule de la CLV dont on se sert, en bas. Je ne m'étale pas là-dessus, on en parlera si besoin, à la fin. Alors, pour résumer ce qui a déjà été fait, voilà ce qu'on va préférer faire. Pour savoir, qui on veut retenir en portefeuille. 1,
on va récupérer les données des assurés et de leurs contrats au moment où on fait l'étude. 2, on va entraîner des modèles pour prédire leur probabilité de rester en portefeuille en fonction de leur profil de risque. Alors, on va prédire à la fois leur probabilité de décéder et leur probabilité de racheter, étant donné que ces deux événements, c'est des événements qui vont amener la fin du contrat et donc la fin d'un potentiel profit pour l'assureur. 3, on va définir une stratégie qu'on veut tester. Alors, c'est-à-dire une stratégie pour laquelle on veut obtenir une liste d'assurés à cibler et obtenir une estimation du profit qu'on peut espérer faire en les ciblant. Et 4, on définit une métrique de ciblage, c'est-à-dire on va définir une nouvelle variable cible qui va prendre la valeur 0 s'il ne faut pas cibler l'assuré et 1 s'il faut la cibler. Et, voilà, on va utiliser un modèle de régression pour prédire cette nouvelle variable cible. Au final, ce qu'on obtient, c'est un modèle qui peut prédire pour n'importe qui cette métrique de ciblage. Est-ce que j'essaye de retenir l'assuré en portefeuille ou non? Et ça me donne aussi le gain associé en fonction de la stratégie et des caractéristiques individuelles de l'assuré. Donc tout ça, tout ce qui a été dit là, c'est un travail qui a déjà été mené. C'est ce qu'on a présenté l'année dernière au précédent séminaire technique. On avait vu une démonstration un peu plus concrète où on était rentré dans le code et on avait fait une simulation en direct avec les algos qui tournent, etc. Et donc, on voit voilà, que pour une stratégie de rétention de données, ça nous donne bien la liste des assurés sur lesquels il faut investir, le profit net futur estimé qu'on obtient. Et j'en profite pour faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on entend par stratégie de rétention. Donc, dans toute la suite de ce que je vous présente, ce qu'on appelle une stratégie de rétention, c'est le fait d'investir un montant en argent sur des assurés potentiellement rachetants en espérant que ça les fasse changer d'avis. Donc, on investit un capital de départ, on perd de l'argent au départ, mais on espère en regagner plus sur le long terme, en prolongeant la durée de vie de la relation avec l'assuré. Voilà, donc si vous voulez plus de résultats sur ce travail, ça a donné lieu à un article qui a été publié cette année dans le European Actuarial Journal, en collaboration avec Xavier et un ami. Les résultats principaux de cette étude, on va quand même les remettre, c'est que premièrement, les algos de machine learning qu'on utilise surpassent les modèles paramétriques qui sont souvent utilisés pour ce genre de problématiques. Mais surtout, le résultat, c'est que se servir de la CLV dans l'optimisation de nos algos, ça mène à des profits futurs pour l'assureur qui sont significativement supérieurs que si on ne s'en servait pas. Et en plus, notre méthodologie a quelques propriétés aussi. Notamment, ça nous assure que si l'assureur considère une stratégie qui est trop mauvaise, c'est-à-dire qu'il veut investir trop d'argent sur trop de gens et que quoi qu'il arrive, cette stratégie est vouée à l'échec, l'algorithme, la méthodologie permet de le voir. Et l'algorithme va nous dire, voilà, il faut cibler personne, il faut considérer une autre stratégie. Cette stratégie ne sera pas viable, quels que soient les assurés qu'on cible. Voilà, et parmi les autres résultats, on a aussi vu que la stratégie optimale à mettre en place pour l'assureur, elle dépend notamment de 4 facteurs. Le montant d'investissement qu'on est prêt à donner à chaque assuré, la probabilité que l'assuré a d'accepter cet incentive à rester en portefeuille et donc de ne pas racheter, l'horizon temporel jusqu'auquel on s'autorise à regarder et enfin le taux d'actualisation. Donc on peut faire et on a fait des analyses de sensibilité sur ces 4 paramètres et on peut regarder comment les ajuster pour les paramètres qui sont ajustables, comment on peut les ajuster pour générer plus de profit. Donc en résumé et en clair, sur cette étude, on a testé 64 scénarios de rétention différents. On les a classés dans 5 catégories. Bon, ça, je ne m'arrête pas là-dessus. Vous pourrez voir dans le papier les catégories de scénarios si ça vous intéresse. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on observe quasiment 32% de profit en plus pour l'assureur quand on utilise notre approche avec la CLV pour déterminer qui on cible, plutôt que si on ne l'utilise pas. Et tout aussi important, ce genre d'études existe déjà dans la littérature. Et avec notre méthodologie et les modèles spécifiques qu'on utilise, on est parvenu à faire 8%, à obtenir des stratégies de rétention qui amènent à 8% de profit en plus pour l'assureur par rapport aux approches similaires
qui utilise aussi la CLV qu'on trouve dans la littérature scientifique. Voilà. Alors, une fois qu'on avait présenté ce travail, l'année dernière, on avait ouvert le sujet sur les perspectives que ça entraînait. Donc je reprends à partir de là. En discutant, on s'était dit plusieurs choses. Première chose qu'on s'était dit, c'est que ce serait sans doute bénéfique, d'un point de vue précision des algos, de prendre en compte tout l'historique des comportements d'un assuré pour décider ou non de le cibler. En effet, ce qu'on s'était dit, c'est que, imaginons qu'on mène une étude maintenant en 2023, on peut tout à fait imaginer avoir 2 assurés qui ont exactement les mêmes caractéristiques en 2023, mais des comportements depuis la souscription de leur police d'assurance qui sont très différents. On peut imaginer qu'il y en ait un qui ait fait un faible versement de départ et plein de versements réguliers jusqu'en 2023, et un autre, au contraire, un versement très élevé au départ et plein de petits rachats partiels ou des choses comme ça. Des événements qui sont arrivés au cours de la vie du contrat, qui auraient pu influencer fortement le contrat, mais au final, en 2023, ils se retrouvent avec les mêmes caractéristiques. Et donc, bah, là, tout ce que je viens de vous présenter, les, les algos que je viens de vous présenter, nous auraient donné les mêmes prédictions de rachat pour ces 2 personnes. Alors que, intuitivement, on sent bien qu'on devrait leur donner des prédictions différentes. Donc concrètement, ça veut dire qu'au lieu de baser nos modèles sur une image arrêtée des assurés, on va plutôt regarder l'historique et baser nos modèles sur une image par an ou par mois, par trimestre, on prend la maille qu'on veut. En tout cas, nous, on a fait une image par an et on prend en compte cette évolution temporelle dans les modèles. Donc au lieu d'une ligne de données par assuré, on en a plusieurs, une par an. Depuis la souscription du contrat, en fait, jusqu'à l'année d'observation. Donc c'est ça qu'on appelle des données longitudinales. C'est le fait d'avoir pour un seul assuré tout un tas d'observations à intervalles réguliers. Donc c'est voilà, utiliser des données longitudinales, c'est quelque chose qui est extrêmement courant dans la recherche médicale, par exemple, où on va suivre un patient régulièrement pour estimer des prédictions d'évolution de maladie, des choses comme ça. Mais au final, c'est assez surprenant, mais c'est assez rare, même si ça l'est de moins en moins dans des applications actuarielles. Et donc ces données longitudinales, on peut les visualiser comme ça. Donc chaque ligne représente un individu. On a pour chaque individu une flèche du temps qui commence à la souscription du contrat et qui finit soit au décès de l'assuré, auquel cas la ligne se finit par un carré rouge, soit par un rachat total, auquel cas ça finit par un carré bleu, soit le contrat est encore en cours à la date d'observation, auquel cas la ligne n'est pas, voilà, elle continue. Et donc tous les petits ronds le long des flèches, c'est les événements qui peuvent potentiellement modifier la probabilité de rachat de l'assuré. Donc, tous les événements qu'on a considérés, alors par exemple, il y a le versement à la souscription, un versement périodique, un versement volontaire, un rachat partiel, le paiement de frais, le versement de participation aux bénéfices, un changement de contrat. Enfin, voilà. Tout ce genre d'événements, on le prend en compte. Et donc, pour chaque assuré, pour bien se rendre compte de la richesse de ces données, on a en moyenne une quarantaine d'événements comme ça le long de la vie de son contrat. Donc, ça fait à peu près 3,5 par an en moyenne. Donc voilà la richesse des données qu'on ne prenait pas en compte avant et qu'on aimerait prendre en compte maintenant. Voilà, et ces données, heu, longitudinales, au final, ça vient pas changer, ça vient pas vraiment changer notre méthodologie. Et les seules choses qui vont changer, on va le voir, hop, juste après, c'est que, au lieu d'estimer un profil de survie, enfin un profil de risque par rapport au risque de rachat et par rapport au risque de décès des assurés, bah, on va pouvoir mettre à jour le profil de risque de l'assuré avec les nouvelles données qu'on a tous les ans. Et donc au lieu d'avoir un seul profil par individu, on va avoir, comme ce que vous voyez ici, tout un tas de courbes qui sont mises à jour au fur et à mesure du temps. Voilà, donc sur les graphes, vous voyez, voilà, on a les différentes courbes de survie. Plus elles sont foncées, plus la mise à jour est récente. Et on voit, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que chaque année, la courbe, elle démarre d'un peu plus loin. C'est normal. À la 5e année d'observation, par exemple, on sait avec une probabilité 1 que le contrat n'a pas été résilié dans les 5 premières années. Donc la probabilité est égale à 1. Et voilà, on voit aussi qu'au fur et à mesure des mises à jour, la forme de la courbe se modifie dans le temps. Autre chose qui change, euh, donc là, on a un input qui varie en fonction du temps dans nos modèles. Ça nous donne des courbes de survie qui varient en fonction du temps. On va obtenir en sortie un output qui varie aussi en fonction du temps.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste la liste des assurés qu'on doit cibler et le gain associé qu'on peut espérer obtenir en investissant sur eux, eh ben, on va avoir le gain associé si on investit aujourd'hui, et le gain associé si on investit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Voilà, d'un point de vue résultat, donc on a implémenté cette approche. D'un point de vue résultat, ce qu'il faut retenir, c'est que notre modèle longitudinal, donc c'est les résultats qui sont bleus, on obtient des meilleurs résultats en prédiction que le modèle statique, ce que j'ai présenté avant et qui nous donne les résultats en violet. Alors, ce qu'il faut retenir de ces graphes, alors déjà, plus on est haut sur les graphes, meilleurs sont les modèles. Et si on regarde les deux graphes du haut, les deux graphes du haut nous donnent les performances des modèles quand on prédit le décès à gauche, le rachat à droite, et c'est quand on prédit à l'ultime, c'est-à-dire quand on regarde la dernière observation possible de l'assuré, on essaie de prédire si c'est, s'il y a un rachat ou s'il n'y a pas de rachat, ou s'il y a un décès ou s'il n'y a pas de décès. Pour les deux graphes du bas, c'est la même chose. Mais au lieu de faire des prédictions à l'ultime, on fait des prédictions à n'importe quel moment de la vie du contrat. Et les 4 graphes, on peut voir en abscisse, qui sont donnés en fonction de l'ancienneté du contrat. Donc voilà, on a les résultats pour tous les contrats qui ont une ancienneté de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. jusqu'au maximum. Donc ce qu'on peut voir de ces résultats, c'est que pour des contrats qui ont peu d'ancienneté, c'est-à-dire les parties gauches de chaque graphe, on est très proche entre l'ancienne méthode et la méthode longitudinale, ce qui est plutôt logique, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations à donner en plus au modèle. Mais plus on a d'informations sur l'assuré, plus le modèle longitudinal va creuser l'écart en termes de performance. Sauf, on pourra en discuter à la toute fin des courbes, qui remontent un peu, mais voilà, on peut en discuter à la fin si ça vous intéresse. Et en termes de résultats chiffrés, ce qu'on retient, alors je vais peut-être pas faire beaucoup de détails là-dessus, mais ce qu'on retient, c'est qu'on arrive bien à optimiser la stratégie de rétention avec ce modèle longitudinal et voilà, on conserve les mêmes propriétés que ce qu'on avait avec le modèle non longitudinal. Par contre, j'en profite pour faire une petite remarque, c'est que ça va pas être le fait d'ajouter des données longitudinales, ça va pas nous donner un modèle qui nous assure d'avoir des gains en rétention supérieurs. Ça nous assure juste des ça nous assure juste d'être plus précis, d'avoir des meilleures courbes de survie. Voilà, c'est un modèle qui a plus d'informations, il est juste plus précis, mais il donne pas forcément des gains en rétention meilleurs pour l'assureur. C'est un peu une sorte de correctif du modèle qu'on avait avant. Voilà, et pour finir sur les résultats de notre modèle longitudinal, je voulais vous montrer, ça, c'est le genre de résultat qu'on obtient à la fin. Alors bon, en plus c'est petit et le graphe est pas forcément très lisible, mais on va juste s'intéresser à la partie droite de ce graphe, c'est-à-dire la partie, à partir de 0 sur l'axe des abscisses, à droite de 0. Donc chaque courbe représente un individu, un assuré, et les courbes représentent le profit espéré qu'on va dégager en investissant sur la rétention de l'assuré, si on investit à t égale 0, t égale 1, etc. Donc, pour la plupart des assurés, et quand on regarde au global, c'est pour l'immense majorité des assurés, la trajectoire, elle est descendante. C'est-à-dire que ça vaut le coup d'investir maintenant pour retenir l'assuré, mais plus on attend, moins ça vaut le coup. Donc ça semble plutôt logique, en tout cas, enfin, ça paraît intuitif, vu que les gains qu'on peut faire dans le futur, ce qui reste du contrat de l'assuré, avec le temps, ça diminue. Donc il devrait rester de moins en moins de gains à faire dans le futur. Par contre, dans de rares cas, j'en ai mis quelques-uns sur ce graphe-là, on a des trajectoires, montantes, c'est-à-dire des assurés où le modèle nous dit que ça vaudrait plutôt le coup d'attendre avant d'essayer de les retenir et de pas investir sur eux cette année, mais plutôt l'année d'après ou l'année d'encore après. Donc ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe, il y a une raison. Donc c'est simplement des assurés qui vont avoir une proba de racheter leur contrat qui est basse pour l'instant et qui va augmenter fortement dans le futur. Et donc on peut prendre le risque de ne pas les cibler tout de suite, les laisser un peu de côté et voilà. On prend ce risque en quelque sorte de ne pas les cibler tout de suite. Et en tout cas, ce que je voulais aussi qu'on retienne de cette slide, c'est qu'au lieu d'avoir un gain, un chiffre par assuré en fonction de si on le cible ou pas, bah, l'approche longitudinale là, nous permet d'avoir ce genre de d'insight en plus. Voilà, on sait si, ça vaut absolument le coup de le cibler maintenant ou si on peut se permettre d'attendre un petit peu. Voilà donc, concernant ce travail, je vais finir sur quelques perspectives futures que ce genre de travaux apporte.
Donc, premièrement, en termes de complexité, on peut penser à intégrer des modèles plus complexes pour prédire les gains en rétention individuelle. Là, on a vu sur la slide précédente qu'à la fin, on avait des trajectoires soit descendantes, soit montantes, mais dans tous les cas linéaires. Ça, c'est dû au fait qu'on utilise des modèles dont les sorties sont linéaires. En réalité, il faudrait sans doute complexifier ça. C'est sans doute plus complexe que ça. Ensuite, en termes d'interprétabilité, on aimerait... Oui. Bon, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Bon, sinon, en termes d'interprétabilité, on aimerait un modèle qui puisse se lire clairement, qui soit plus interprétable, et qui pourrait nous donner des indications temporelles claires pour savoir notamment, voilà, on aimerait répondre à la question, en général, à quel moment de la vie du contrat de l'assuré, il serait bon de contacter l'assuré. Voilà, c'est à partir de là qu'il va potentiellement se poser la question du rachat ou non. Voilà, ce genre d'infos, les modèles peuvent le donner, mais il faut faire des études sur le modèle qu'on a fait. On aimerait des modèles plus interprétables qui nous donnent cette info en direct, de manière lisible, quoi. Enfin, en termes de flexibilité, et ça, on en avait déjà parlé pour, les travaux qu'on a présentés l'année dernière. Ici, on fait l'exercice sur prédire le rachat en épargne, mais on pourrait adapter cette méthodologie pour prédire la résiliation, et les bonnes stratégies de rétention à optimiser en prévoyance, en emprunteur, en santé, enfin sur d'autres risques en tout cas. Alors, je vais continuer un petit peu en vous présentant un autre travail, mais voilà, qui est lié aux perspectives que je viens de vous présenter. Donc, parmi les trois perspectives, complexité, interprétabilité, flexibilité, que je viens de présenter, on a travaillé sur l'interprétabilité, donc sur le volet interprétabilité. Et on a récemment soumis un troisième article qui présente un nouvel algorithme qui permet d'obtenir des arbres de décision, donc des objets très interprétables. Ça aussi, on a eu l'occasion d'en parler au précédent séminaire technique. Ça nous permet d'obtenir des arbres de décision à partir de données longitudinales. Voilà, donc voilà le genre d'arbre que ça peut nous donner à la fin. En ce qui concerne les détails techniques de l'algorithme, je pense que ça vaudrait le coup d'en parler sans doute dans un futur séminaire technique et d'y dédier une présentation en entier. Mais je voulais quand même préciser ici, je pense que c'est le lieu, que voilà, la version soumise de l'article, comme le précédent, dont j'ai parlé aussi d'ailleurs, elle est accessible, elle est partagée à la CNP, partagée aux équipes d'Anani, voilà. Vous pouvez la regarder, on peut en discuter, il y a pas de problème. Et quoi qu'il en soit, voilà, même si ce genre de nouvelle approche, ça a donné naissance à la rédaction d'un article, c'est un sujet qui est loin d'être, c'est pas du tout fini la recherche sur ce sujet. Ça reste un sujet sur lequel on continue de faire des recherches et il y a encore beaucoup à explorer et à espérer sur ce genre de sujet. Pour, conclure, ce que je voulais vous faire passer comme message dans cette présentation et avant qu'on puisse avoir le temps d'en discuter un peu, ce que je voulais vous montrer, c'était, le résultat des travaux, sans parler du tout des spécificités techniques des modèles. Parce que voilà, la complexité, au final, de cette méthodologie réside quand même dans la complexité des modèles qui sont utilisés. Là, on n'en a pas parlé du tout. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que la dynamique, la dimension temporelle des données, le fait d'utiliser tout l'historique, ça peut avoir un rôle particulièrement important dans les études actuarielles, en termes de performance des modèles. Et voilà, on a d'ores et déjà les moyens de l'étudier. À la CNP, vous avez des données longitudinales pour à peu près n'importe quel risque, je pense. On a déjà les moyens, voilà, de l'obtenir, de l'étudier, d'en tirer parti. Donc c'est vraiment le message principal. Le reste des points sur ces slides, ça concerne plutôt le futur de mes recherches sur ces modèles, mais je pense que c'est peut-être moins dans le concret et ça alimentera moins les discussions après. Donc c'est peut-être moins le lieu. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur le travail qu'on fait sur la prédiction de rachat en lien avec les équipes d'Adani. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serais ravi d'en discuter. Merci. C'est le grand moment des questions. Valérie. Alors, donc,
j'ai bien compris qu'il y avait l'historique des comportements des données, donc des assurés et quand on projette dans le futur, le futur comportement, comment, là, j'ai pas bien compris comment on projetait le comportement futur et qui va conditionner d'ailleurs les gains futurs. Est-ce que, est-ce qu'on on utilise l'historique du même type de clients, voilà, parce que si un client donné a un historique entre 30 et 40 ans, pour projeter son futur, de 40 à 60 ans, est-ce qu'on va utiliser l'historique du même type de client qui avait aussi entre 40 et 60 ans dans le passé ou? Oui, c'est un peu ça. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, les projections finales, c'est des projections de CLV. Au final, on va juste, pour chaque assuré, essayer de voir le futur, enfin, comment va évoluer le profit qu'il génère pour l'assureur. Et pour projeter cette CLV dans le futur, bah, la CLV, elle dépend de plusieurs, facteurs. Elle dépend notamment de comment évolue son risque de décès, comment évolue son risque de rachat. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les slides où on a tout un tas de courbes de survie, qui sont mises à jour. Les modèles de survie nous permettent de les si on a un assuré qu'on a vu depuis 5 ans, on peut prédire sans problème avec les méthodes de survie, c'est sa probabilité de racheter ou de décéder dans les X prochaines années. Ce qui est un peu plus dur, c'est que donc par exemple, ouais, la question elle se répond de 2 façons différentes. Quand on a un assuré qui est déjà en portefeuille depuis X années, on a déjà ses caractéristiques, on sait comment va évoluer son âge, par exemple. On sait comment va évoluer son risque de rachat, son risque de décès. Donc, on se sert de toutes les données des autres assurés, mais aussi de ses propres données à lui qu'on a déjà observées dans le passé. Voilà, donc ça, je pense, ça répond à une partie de la question. Par contre, pour un nouvel assuré ou un assuré sur lequel on aurait perdu les données dans le passé ou je ne sais pas, qui serait dans notre portefeuille, là, on va se servir uniquement des données, sur lesquelles ont été entraînés les modèles. Donc ça revient exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire, on va prendre en quelque sorte des assurés qui ressemblent au profil de l'assuré sur lequel on cherche à faire des prédictions. Voilà. En gros, notre modèle aura été entraîné sur tout un tas d'exemples, heu, qui sont en portefeuille. Si on veut faire une prédiction sur, un nouvel assuré, c'est un peu comme si le modèle allait se servir dans sa base de données d'exemples des assurés qui ressemblent le plus à l'assuré sur lequel on fait de la prédiction. Je sais pas si ça répond à la question. Heu, et du coup, j'ai une 2e question. Donc pour le calcul des gains futurs, donc on utilise, voilà, effectivement la probabilité de sortie, mais on calcule ce gain futur par rapport à l'encours qu'il a au moment de la projection? Ou est-ce qu'on estime aussi, voilà, qu'entre-temps, il a fait des sorties partielles ou des versements futurs, s'il reste? Alors non, ça c'est un point de forte amélioration du modèle, donc c'est une très bonne question. Là, pour l'instant, ce qui est fait, c'est on effectivement, la CLV, donc qui est un facteur majoritaire du gain en rétention qu'on va obtenir, elle dépend de l'encours. Pour tout ce qui est la partie observée dans le passé, on a l'évolution de l'encours. Pour tout ce qui est la partie future, il faut faire des hypothèses. Soit on fait un modèle de projection de l'encours, soit on dit que l'encours reste constant ou reste constant au taux d'actualisation près ou des choses comme ça. Pour l'instant, là, ce qui est fait juste dans cette étude pour montrer que globalement la méthodologie fonctionne, c'est de prendre la dernière vision de l'encours qu'on a et de faire comme s'il y avait ni rachat partiel, ni nouveau versement, et cetera. Simplement, on va actualiser et c'est tout. Mais ça gagnerait énormément en richesse enfin, pour l'assureur, ça serait beaucoup plus juste de faire un modèle, plus complexe. Ça va dans le volet complexité pour la prédiction de l'encours, ouais. Il y a une autre, perspective, j'y pense aussi, puisque tant qu'on est dans les perspectives avec la vision 360 et cetera. Il y a une autre perspective qui serait importante d'ajouter, mais on commence simple et on complexifie les modèles au fur et à mesure. Là, pour l'instant, le modèle nous permet juste de jauger l'efficacité d'une stratégie de rétention qui serait la même à appliquer pour tous les assurés, quels que soient les assurés. En réalité, on pourrait complexifier le modèle en faisant une méthodologie qui nous donne, qui serait multi-stratégie, qui nous permettrait d'investir des montants très différents sur des assurés différents. Hem, voilà, enfin,
on peut imaginer que ce qui va parler à un assuré ne va pas du tout parler à un autre. Par exemple, il y en a qui seront sensibles à ce qu'on les contacte par téléphone, ça suffit. D'autres où il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se déplacer. Donc ça engendre des coûts de stratégie qui sont différents pour les uns ou pour les autres. Ce côté multi-stratégie, ce serait aussi une bonne perspective de travail pour que le travail soit moins académique et plus concret, puisque c'est ce qui se passe en réalité. Tu peux revenir sur l'intuition des assurés qui sont pas mûrs pour la stratégie? J'ai pas. Voilà, c'est ce qu'il montrait tout à l'heure. C'est là, il y a des assurés en fait où il y a le rebond là, où on voit qu'en fait il faut investir sur eux, mais plus tard. Ouais. C'est quoi le genre d'intuition qu'il y a derrière? C'est quoi le profil de ces assurés-là par rapport aux autres qui sont plutôt faut investir tout de suite et on n'investit pas après? Parce que Il y en a des différents, mais c'est un exemple de. bah, typiquement, ce serait quelqu'un qui a un profil de risque pour le risque rachat, qui suit pas une belle courbe de survie comme ça, mais qui aurait un risque très faible maintenant et qui d'un coup s'écroule dans 6 ans, Ok. dans le futur. Ok. En gros, pour l'instant, si on le cible pas, il va rester quand même en portefeuille. Donc il n'est pas trop à risque. Donc ça sert à rien d'investir maintenant de l'argent qui sera perdu pendant 5 ans, tu vois. Vaut mieux peut-être attendre un peu, prendre le risque, capitaliser cet argent pendant 5 ans, et dans 5 ans revenir, lui proposer quand son risque de rachat augmente d'un coup, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai pas forcément dit, mais ça peut nous donner plusieurs types d'insights. Ces rares assurés qui ont une trajectoire un peu différente des autres. Soit ça nous dit qu'un assuré, voilà, ça vaut le coup d'investir sur lui maintenant, mais ça vaut encore plus le coup plus tard. Soit il y a même des assurés où on nous dit non, ça vaut surtout pas le coup de le faire maintenant. Par contre, il faut peut-être le surveiller, parce que dans 5 ans, peut-être que ça vaudra le coup. C'est pas que une affaire de est-ce que je mets mon argent maintenant? Ça peut être aussi voilà, une catégorie d'assurés à surveiller.